Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point en Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Alors vous êtes né en 1988, après Monsieur en 2011, Alice en 2015, ces deux ouvrages parus aux éditions de la Noël. Puis en 2019, vous avez écrit La Maison, paru aux éditions Flammarion, qui a reçu le prix France Culture Télérama. Vient de paraître, pour cette rentrée littéraire, aux éditions Albin Michel, L'Inconduite. La femme est-elle en quête de l'homme idéal ? Celui imaginé dans le monde de Disney, celui qui, au premier coup de foudre, illumine la princesse, celui qui embrasse la grenouille, celui qui trouve la chaussure de verre. Ce monde merveilleux est-il transposable dans le monde réel d'une société patriarcale ? Vous doutez. Alors vous testez, prête à les essayer tous, à vous confronter à leur réalité. Emma Becker, bonjour. Bonsoir. Rêve, réalité, fantasme, fiction, biographie, vous nous plongez dans un récit, votre récit, à travers ce genre littéraire de l'autofiction. Est-ce que cette forme narrative est destinée à laisser le lecteur se questionner sur cette frontière si perméable entre la fiction et la réalité et sur la liberté que permet l'écriture ? Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Moi, j'écris, je fais de l'autofiction parce que c'est à peu près tout ce que je sais faire. Pas parce que je manque d'imagination, mais parce que j'ai envie de décrire une expérience humaine de la façon la plus juste possible, l'expérience d'un être humain né avec un genre particulier, dans un monde particulier. À un moment particulier, et je crois que c'est ce qui m'intéresse dans la littérature contemporaine. Non pas que ma propre écriture m'intéresse, mais en tout cas, j'aime les écrivains qui parlent de ce qu'ils connaissent bien, à savoir d'eux-mêmes, parce que je crois que c'est en partageant justement cette expérience humaine et ces moments de solitude et ces moments de joie qu'on crée quelque chose et qu'on crée un pont entre l'écrivain et son lecteur et que se forme une espèce d'amitié. Moi, c'est aussi pour ça que j'écris, c'est parce que j'aime l'idée que peut-être quelqu'un me lit et se sent compris, se sent moins seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais quand j'écris, je me sens moins seule. Alors, votre prénom, Emma, nous plonge déjà dans le monde de la littérature et aussi du militantisme. En référence voulue ou non à Emma Bovary, le personnage de Flaubert, ou à Alice Schwarzer, que vous citez, page 207, et qui, en 1977, a publié un magazine, Emma. Vos parents avaient-ils en tête le poids qu'ils vous mettaient sur vos épaules, ou est-ce un prétexte pour vous faire parler littérature et engagement ? Non, je crois que c'est vraiment ma mère qui lisait Madame Bovary quand elle était enceinte, et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans sa tête, mais elle a trouvé que c'était vraiment une très bonne idée de me donner ce prénom-là. Elle aimait le personnage. Alors, peut-être qu'elle n'a pas saisi le tragique du personnage. Bon, je pense qu'elle l'a saisi. Je ne sais pas si ça me prédestine à quoi que ce soit. Mais le fait est que y a beaucoup de choses que je partage avec Emma Bovary, pas avec Flaubert, mais avec le personnage d'Emma Bovary, parce que je crois que ce que décrit Flaubert en décrivant Madame Bovary, c'est quelque chose de très vrai et de très crucial de la condition féminine et de la femme en général. D'ailleurs, tout au long de l'Inconduite, vous racontez, puis vous analysez. Ce double regard construit la perception du lecteur. Êtes-vous dans une forme de militantisme, tel un Flaubert-Bovary contemporaine, qui fuit la monotonie et dénonce aussi le pouvoir des hommes sur les femmes dans l'hétérosexualité? L'écriture, c'est peut-être mon seul moment de militantisme. Je crois à beaucoup de choses et j'ai beaucoup de principes, même si on dirait pas forcément à me lire, mais disons que mon militantisme s'exprime dans l'écriture de quelque chose qui, selon moi, devrait ne pas être politique, qui est la sexualité, mais qui est de fait traversée de tout un tas de dynamiques éminemment politiques. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que souvent la sexualité n'est pas un sujet qui est pris très au sérieux. La preuve, c'est que depuis que j'écris, on a fait de moi un auteur érotique comme si c'était un espèce d'art mineur. Moi, je crois que j'essaie de décrire quelque chose qui me semble crucial. Mais effectivement, je suis pas le porte-étendard de quoi que ce soit, à part de mes propres questionnements et en espérant que d'autres femmes et que d'autres hommes les partagent. Donc voilà, mais je suis pas quelqu'un de très revendicatif. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moi que je suis écrivain. D'ailleurs, vous racontez vos questionnements sur votre rôle de femme.
mais aussi de femmes devenues mères. Est-ce intimement lié à votre recherche du plaisir, tant celui de donner que celui de recevoir ? Vous voulez dire, est-ce que le fait d'être une femme fait de moi quelqu'un qui recherche le plaisir ? Aussi, ou celui de devenir mère, et le questionnement autour de ce nouveau statut, puisque c'est aussi l'objet que vous abordez dans le livre L'Inconduite. Nouveau statut, nouveau rôle. Oui, il faut voir aussi de quel statut je partais, c'est-à-dire que je sortais de 3 ans à bosser dans un bordel, donc j'habitais là encore un statut qui est quand même encore très, considéré comme très féminin, et je me retrouve, maman dans un pays, l'Allemagne, où quand même vous n'avez pas finalement de garde de votre enfant avant que votre enfant puisse marcher, donc. Je passe tout un an à la maison avec mon petit garçon et je découvre un nouveau genre de solitude qui est la solitude qu'on peut ressentir quand on est toute la journée avec un bébé avec lequel on n'échange pas beaucoup. Il se passe beaucoup de choses, mais il y a pas il y a toute une énergie qui habitait ma vie d'avant. Qui d'un seul coup a complètement disparu. Et je me rends bien compte qu'on attend quelque chose de moi en tant que mère. Et cette chose, c'est tout simplement que je ne sois plus que ça, plus qu'une mère. Et moi, j'ai trouvé que c'était une situation d'une grande violence et qui m'a mise à de nombreuses reprises très en colère. D'autant plus en colère que vraiment, j'avais ce projet d'écrire quelque chose de très beau sur mon fils. Enfin, je voulais vraiment écrire le livre de l'amour fou. Parce que je n'aime rien plus que mes enfants, mais cet état de maternité, c'est quelque chose que je questionne. Je crois qu'il est tout à fait possible d'aimer énormément ses enfants, mais de ne pas aimer être mère, enfin de ne pas aimer ce qu'on attend de vous quand vous devenez mère. Et je crois que c'est encore quelque chose dont on a du mal à parler. Alors je révolutionne pas la chose, mais je crois que ce qui m'a semblé très difficile et ce pourquoi je me suis sentie si seule, c'est aussi parce que je sentais qu'au sein même de mon genre, de ma classe, les femmes, il y avait tout un tas d'injonctions à être heureuse d'être mère, à se sentir complétée par ça. Et à vrai dire, les injonctions les plus violentes venaient souvent d'autres femmes. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible qu'on soit tout épanoui dans ce qui est finalement une telle astreinte et un tel renoncement à nous-mêmes. Je crois que c'est juste très difficile de mettre des mots sur la différence qu'il y a entre aimer ses enfants et aimer être maman. Et évidemment, ça se couple avec une recherche d'intensité et de renouveau qui est un état que je pense on traverse toutes quand on se retrouve mère. Hein. Ouais, c'est quoi justement ce rôle de cette injonction d'être mère, ce comportement qu'on impose à la femme ? C'est-à-dire, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Alors je sais pas d'où ça me vient. Je crois juste que, étant née petite fille, j'ai grandi dans un monde où on me préparait beaucoup à devenir maman. Enfin, en tout cas, on me préparait à l'envie de devenir maman. Mais finalement, c'est un petit peu comme, je sais pas moi, au 19e siècle, au 18e, où on parlait constamment d'amour aux jeunes filles, de galanterie, de mariage, tout ça. Et puis, le soir de la nuit de noces, les femmes se retrouvaient devant la porte de la chambre conjugale et leur maman venait les voir finalement pour leur dire que tout va bien se passer, tu vas voir, sois gentil. Tout. Et finalement, on vous jetait dans cette chambre, on fermait la porte. Et c'est un petit peu la même chose avec la maternité. On nous prépare à tout un tas de révolutions et de plaisirs et de grande intensité. Mais je crois qu'on ne nous prépare pas à ce que ça va vouloir dire d'un point de vue individuel. C'est-à-dire tout ce que vous n'allez plus pouvoir faire, tout ce qu'il va falloir que vous donniez sans penser jamais à vous-même. Et ça peut paraître très égoïste, hein, ce que je dis, mais je crois qu'on n'a pas toute la même propension à être dévoué à cet état de maternité, c'est-à-dire que c'est pas tant le temps que ça vous prend, qui est déjà un temps monumental, c'est l'incapacité de penser. Parce que le nouveau-né, qui est une présence absolument adorable, mais quand même très hostile, moi j'ai le souvenir d'en avoir eu qu'une urgence, c'était de faire en sorte qu'il arrête de pleurer. Et les cris des nouveau-nés sont faits pour ça. C'est-à-dire il faut que ce soit insupportable parce qu'il y a un besoin qui a besoin d'être satisfait. Et parce que je fais ce boulot-là, qui est d'être écrivain, qui est donc quand même de réfléchir, plus que d'écrire, c'est vraiment de réfléchir et d'avoir ce temps, ce luxe de temps pour mettre ses idées en place. Quand vous êtes constamment interrompu
dans votre flux de pensée par les exigences d'un bébé, par les exigences du père du bébé, par les exigences de ce statut que vous représentez maintenant. Je me suis sentie à certains moments très écartelée, très empêchée dans le métier que je pratiquais et qui est quand même, voilà, que j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Et j'étais très interrompue là-dedans. Et puis, très interrompue aussi dans les pensées qui concernaient l'avenir de mon couple et puis ce qu'allait être ma vie en général. C'est-à-dire que je n'avais pas le temps de trouver mentalement des solutions à cette forme de désespoir qui m'habitait, cette espèce de question de mais et maintenant il va se passer quoi ? Ça ne peut pas être plus que ça, la vie. Et quand vous êtes constamment comme ça, interrompu et que vous devez rattraper vos pensées dès que vous avez 10 minutes, vous vous sentez un peu prise à la gorge. Enfin, je crois que j'apprends rien aux femmes de cette assemblée. Vous parlez d'empêchement, ils ne sont pas uniquement ceux de votre quotidien, mais aussi le regard d'une société qui impose ça aussi aux femmes, parce que vous dites que le rôle du père n'est pas forcément aussi présent que vous l'espériez. Est-ce que c'est parce que ce sont vos exigences d'écrivain ou parce que c'est aussi les exigences de la société pour le faire de manière relativement simple? Non, mais je crois que le fait que je sois écrivain n'est pas étranger au mal-être que je décris. C'est-à-dire que quand on a un boulot pour lequel on se déplace et puis on fait son taf et ensuite on laisse ça dans la boutique et on repart, peut-être que vous avez une disponibilité mentale qui est différente de quand votre boulot est de penser qu'à bout d'un moment vous allez écrire, mais 90% du taf, c'est quand même de pouvoir réfléchir. Donc bien sûr que là, il y avait une stridence en plus, parce que c'est un métier qu'on pratique un peu librement à n'importe quel moment. Mais je crois que, sans accabler les pères, je crois juste qu'on n'attend pas exactement la même chose des papas que des mamans. Et ça se voit à des détails très simples. Là, par exemple, j'ai laissé mes fils avec leur père. Ma mère n'a de cesse de me répéter que c'est quand même un super papa, il est quand même super investi. Ce qui est vrai, j'ai beaucoup de chance. Mais quand est-ce qu'on m'a dit ça à moi ? C'est-à-dire, on a tendance à prendre ça comme acquis venant de la part des femmes. Et dès que l'homme fait un petit truc, change une couche, alors là, c'est un super papa. Donc je crois qu'on n'attend pas, on n'attend pas exactement les mêmes choses. La charge repose un peu toujours sur les mêmes épaules. Et puis, dès que vous avez la tentation de vous défaire un peu de ce statut, qui est quand même très lourd, dès que vous sortez, dès que vous passez un peu de temps pour vous-même, dès que vous trouvez une pièce dans laquelle vous êtes toute seule pour réfléchir, vous avez besoin de discipliner aussi en vous cette culpabilité d'avoir échappé un instant à ce statut qui devrait vous remplir entièrement. Et il faut justement compter avec ça, avec l'impression de ne plus avoir de temps à soi, mais dès qu'on en a un petit peu, d'être en train de voler ce temps à votre enfant et puis à votre conjoint aussi. Et à la maison, qui a besoin qu'on la range, qu'on fasse à bouffer. Enfin, tout un tas de petits détails mesquins sur lesquels on se prend la tête avec le conjoint ou avec la conjointe et qui vous éloignent de pouvoir espérer mieux, plus intense, plus intéressant. Alors, je vous propose de lire un extrait sur ce fameux cri que vous écrivez, en fait. Pour expliquer ce que je fuis en essayant de fuir les nids, à part peut-être la sensation d'appartenance à quelqu'un, à un lieu, il faudrait que j'explique comment c'est d'essayer d'écrire des choses sur soi, des choses graves et intimes, prises en tenaille entre les cris du petit et le regard du père, de supporter le pouvoir qu'on s'accorde sur votre corps et sur votre tête juste parce que vous vivez là et que vous ne pouvez pas y changer grand-chose. Les demi-accords pour garder une bonne atmosphère, les 10 minutes de levrette sur le canapé après avoir couché le petit et avant de se coucher soi-même, la tête dans l'oreiller, à transformer sa haine en corvée et entendre le sifflement de générations et de générations de femmes. Comment on a fait, nous ? Comment on y a survécu ? Pourquoi ton statut d'écrivain te protégerait-il d'une vie de femme tout ce qu'il y a de plus banal, la bouffe, le ménage, les exigences sans fin ? Et quand la journée est finie, une autre journée commence. Une demi-journée où il faut faire rentrer le boulot et la réflexion de l'homme, puisque rien n'est gratuit ici-bas. Tout a un prix. Ton travail a un prix. Ta tranquillité a un prix. Et la tranquillité des femmes passe toujours par un de leurs trous. Sur les 3, il y en a forcément un que tu peux céder à moindre coup vers 22h, presque morte de fatigue. Et que tu aies dit c'est fini entre nous, au fond, n'importe pas. Le fait est que tu vis encore ici. Tu manges ici. Il y a l'argent que tu peux donner pour t'en acquitter et la marchandise que tu dois livrer chaque soir, que tu devrais livrer en tout cas. Et les soirs où tu y échappes, on ne manquera pas de te le faire remarquer. Regarde ma patience, mon indulgence. Je sais que tu me voles, mais tu me rembourseras à un autre moment.
j'attendrai. Chaque fois que tu passeras la porte, les bras chargés de course, je serai là et j'attendrai mon heure. Parce que mon heure vient toujours. Et lorsqu'elle ne vient pas, c'est là que je m'énerve. C'est là que je dis en frappant les murs qu'il faut que tu partes. Ma vie est un enfer, tout est de ta faute. Sans toi, je me déteste, mais tout pourrait s'arranger avec une pipe. Avec une pipe, j'oublie que rien ne va dans ma vie, et j'oublie jusqu'à l'avoir dit. Je ne le pensais pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'aimerais que tu me suces, même si tu n'en as pas envie. Tu as fait ça pendant 3 ans contre de l'argent, tu n'as qu'à t'imaginer que tu te payes quelque chose en me prenant dans ta bouche. On pourrait dire que c'est un fantasme, mais si tu tires la gueule à cette idée, je peux aussi te rappeler qui t'héberge ici. Il y a plus de tendresse après quand même, je dois dire. Franchement... Mais j'étais très en colère. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire sur ce thème de la relation profondément intime et passionnée entre vous et les hommes ? Et entre moi et moi-même. Peut-être les échecs, tout simplement, parce que je crois que quand quelque chose se passe bien, on a peut-être moins la tentation de vouloir y revenir et écrire dessus. Quoique c'est pas forcément vrai, mais enfin, c'est toujours plus facile d'écrire sur les contrariétés que ça l'est d'écrire sur un état de bonheur, hein, parce que le bonheur finalement, ça se passe de mots. On peut dire, on a été passionnément heureux, ça parle à tout le monde, mais en même temps ça parle à personne. C'est tellement particulier. Donc, je crois que j'écris comme ça sur les hommes parce que c'est ma façon aussi de reprendre mon pouvoir sur eux. Parce que dans ma vie de femme, il y a eu tellement de moments où je me retenais de dire des choses aux hommes parce que j'avais cette envie désespérée de leur plaire, parce que j'avais envie de rester parfaite, entre guillemets, dans leurs yeux. Alors que tellement de bonnes répliques me venaient, alors que j'ai pu les mépriser tellement à certains moments. Mais j'étais tellement obsédée par cette idée de rester ce symbole dans leurs yeux que finalement, je mettais ça de côté. Et puis après, j'écris. Après, je me venge. Et finalement, c'est un peu... Il y a de la vengeance là-dedans, bien sûr, mais je crois que les vrais connards, entre guillemets, j'écris pas dessus. J'écris sur les hommes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont ému, même par leur goujaterie, même par leur muflerie, même par leur lâcheté. Ce qui m'émeut, c'est la rencontre qui aurait pu se produire et puis qui, contre toute attente, ne s'est pas produite, mais qui peut-être s'est produite dans ma tête d'une façon qui devrait me suffire. Et je parle de ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de malentendus larvés au sein de la relation hétérosexuelle et que écrire dessus, ça me permet de démêler un petit peu ce qui était de mon ressort, ce qui a peut-être été du ressort de l'homme. Pourquoi est-ce qu'à un moment, alors qu'on semblait tellement promis l'un à l'autre, quelque chose s'est passé qui fait qu'on s'est sentis tous les deux très seuls pendant qu'on était ensemble. Même dans certaines expériences que vous relatez au début du livre, avec cette recherche fantasme, réalité, du fameux russe dans les bois ou dans un parc. Oui. Ça aussi, c'est un échec de relation, mais ça montre aussi la quête peut-être que vous attendez. C'est-à-dire, j'avais envie, en tout cas à cette époque-là, de pouvoir revendiquer le fait de baiser avec la même libéralité, la même légèreté que celle qu'on accorde aux hommes. Donc, dans cet esprit-là, j'avais envie de quelque chose de très bref, de très brutal entre guillemets, c'est-à-dire sans affaîtrie. On se retrouve dans un parc, on s'est jamais parlé, on a discuté avant, mais on s'est jamais vu. Et voilà, il se passe ce qui se passe, mais on n'en fera pas tout un pataquès. C'est juste une rencontre sexuelle comme ça, et après c'est fini. Et bien sûr, j'ai conscience qu'on peut pas attendre ça les uns des autres. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on s'est jamais vu. Il faut quand même un minimum de confiance et puis de communication pour pouvoir justement se sauter dessus, pour pouvoir ne pas se respecter de cette manière-là. C'est-à-dire que l'irrespect, l'obscénité, c'est-à-dire ce qui fait que le sexe est bon, ça n'est possible que quand on se connaît vraiment. Il est évident que pour une première rencontre, on est toujours là à se faire des politesses, on essaye de se connaître, on essaye de mettre de la substance dans ce qui n'est finalement qu'un frottement mécanique. Mais j'ai très longtemps associé ce frottement mécanique et le plaisir qu'on y prend à quelque chose de masculin, parce qu'il me semblait que les hommes avaient une jouissance même mécanique qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus attrapable que la mienne, par exemple, et par extension peut-être par celle de beaucoup de femmes. Donc j'ai eu cette envie, ouais. Vous parlez à un moment donné justement du cerveau qui se débranche, qui se limite à la friction mécanique. D'ailleurs, par ces descriptions de vos rapports sexuels qui, sans vulgarité aucune, mais sans artifice ni détour, racontent vos rencontres, qu'apporte pour vous cette dimension directe dans l'écriture ?
Pas de malentendu, justement. C'est-à-dire la plus grande. J'essaie de tracer une ligne droite entre ce que j'écris et mon lecteur. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de la poésie quand je parle de sexe. En tout cas, pas tout le temps. Hein. Ça peut m'arriver. Ça dépend pour qui j'écris. Si j'écris pour un homme, j'ai envie de mettre de la poésie. J'ai envie que ce soit sexy. J'ai envie que ce soit émoustillant. Si j'écris pour décortiquer un rapport sexuel, j'ai envie qu'on se comprenne tous les uns les autres, et je crois qu'il n'y a aucune recherche de crudité ou d'obscénité quand je dis bite ou quand je dis chatte, c'est juste que ce sont des mots qu'on comprend tous, et que je pense une certaine littérature masculine a pu s'approprier avec une impunité complète, ne laissant aux femmes finalement que des métaphores très, très douces, très édulcorées, alors que je crois finalement que les femmes ont une capacité à l'obscénité, à la précision, au côté graphique, qui est 1000 fois supérieure à celle des hommes. Et je crois que ce langage martial de la sexualité, qui vraiment est un champ lexical du combat, de la conquête, est quelque chose qu'il faut qu'on se réapproprie aussi. Moi, je dis bander quand je parle de moi qui ai envie d'un homme, parce que je crois que dans le terme de bander, il y a un élan vers l'autre, il y a quelque chose qui se tend littéralement vers l'autre, alors que d'obliger les femmes à dire mouiller, ça vous donne quand même cette impression de passivité, de quelque chose, d'une espèce de plaie qui suinte et qui attend qu'on vienne en faire quelque chose. Je crois que le désir des femmes va aussi autant vers l'autre et n'est pas quelque chose de fragile qui n'attend qu'à être conquis. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, qu'est-ce que j'aime parler. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez le lecteur ? Est-ce que c'est de la réflexion, de la prise de conscience ? J'aime bien l'idée de faire rire mon lecteur, ça c'est clair et net. Et j'aime bien l'idée qu'on rit des scènes qui peut-être à la base sont des scènes de sexe, parce que je crois que c'est très important de rire de la sexualité. Parce que si on n'en rit pas, ça devient quelque chose de très grave. Et comme il y a beaucoup de non-rencontres qui se passent, je crois qu'il ne faut pas en parler comme quelque chose de grave, quelque chose dont on pourrait, qui ferait qu'on pourrait s'en vouloir les uns les autres. Je crois que quand une rencontre sexuelle ne se passe pas comme on l'aurait voulu, on peut effectivement se détester, se mépriser l'un l'autre, mais je pense qu'il faudrait avoir un peu d'humour et un peu d'autodérision. Je crois que c'est très important de rire en baisant, ou de rire après avoir baisé. Donc ça, j'aime bien cette idée que peut-être je fais rire. Hein. Par contre, je cherche assez rarement, comme je disais, à émoustiller mon lecteur. Hein. Sauf quand j'écris avec un homme précis en tête. D'ailleurs, vous parlez d'humour. Vous dites que souvent, avec le recul et les nombreuses relectures de vos écrits, sur la scène du camping, entre autres, vous comparez avec tendresse vos personnages à ceux de personnages de vaudeville. Est-ce que, par vos questionnements, vous bousculez le lecteur entre la réalité de ces hommes et la part créatrice de l'écrivaine ? Comment construisez-vous la narration, en fait ? Je ne sais pas si je les bouscule, peut-être, mais alors c'est pas ma volonté. Comment est-ce que je construis Ça, c'est une bonne question. En fait, je crois que mon livre a commencé justement avec cette scène du camping, parce que j'étais tellement... Il faut la resituer peut-être un petit peu. Oui, en fait, j'ai cette relation clandestine, plus ou moins clandestine, avec cet amant anglais. John qui décide qu'on va aller camper un peu à l'extérieur de Berlin. C'est un peu nos petites vacances à nous, parce que je suis encore avec le père de mon enfant à ce moment-là. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, c'est vrai que je suis pas très camping, mais franchement, je pensais quand même, je m'attendais quand même à autre chose. Et c'est vraiment une scène où tout va de Caribe dans Scylla, quoi. Je veux dire, tout m'échappe, tout devient sujet à s'arracher les cheveux ou à en rire. Et au moment où au moment où je la vis, déjà, je me dis, mais bon, alors là, t'es consternée, mais ça, à écrire, ça peut être assez drôle. Hein. Et donc, je me prête finalement, non, pas de bonne grâce, parce que vraiment, j'étais très, très, très vénère quand ça s'est passé. Mais dans les écrits, c'est assez... On sent un agacement. Mais ça a été un plaisir d'écriture complet, parce que justement, je reprenais chaque passage de ce séjour absolument catastrophique, en me disant, ce que je me dis assez souvent finalement, c'est que la réalité parfois est 10 fois plus forte que la fiction. Et c'est aussi peut-être pour ça que je fais de l'autofiction, parce que parfois on vit des choses, on se dit, mais vous mettriez ça dans un bouquin, personne n'y croirait. Ou en tout cas, on se dirait, oui, ça, on l'a déjà lu 1000 fois. Mais quand ça se passe réellement, alors là, il y a quelque chose à en écrire. Là, il y a...
Peut-être aussi pour se pardonner à soi, pour pardonner ce qui s'est mal passé, ou peut-être parce que ça m'a tellement fait rire que j'ai pas envie que ça s'échappe, quoi. J'avais tellement de mal à y croire moi-même qu'il a fallu que je le grave dans le marbre. Et vous avez pris plaisir à le lire, à l'écrire et à le relire? Beaucoup, beaucoup, oui. Mais alors oui, parce que de fait, on devenait des personnages et que j'avais une certaine distance du coup par rapport à moi, au personnage que j'étais et au personnage de John. Et finalement, j'ai pu le détester à ce moment-là, mais en écrivant, ça s'est transformé en gratitude. Je me suis dit, mais n'empêche, s'il m'avait pas emmené dans ce camping, il y a plein de choses qui se seraient pas passées. J'aurais pas écrit cette scène. De fait, j'aurais peut-être même pas écrit ce livre. Donc j'ai quand même une tendresse pour les hommes que parfois je semble accabler. Vous questionnez aussi le rapport au couple, puisque vous dites que votre couple va pas très bien, vous allez auprès de différents autres hommes essayer de chercher quelque chose, est-ce qu'une quête du bonheur, puisque vous questionnez aussi cette notion-là, celle du bonheur. Vous dites que Lenny, le père de votre fils, court après le plaisir et vous, après autre chose. Est-ce que le bonheur, c'est se distraire de la monotonie par le plaisir? C'est aussi une question que vous posez. Oui, alors là, Lenny, au moment où j'écris ça, je pense peut-être que je le prends un petit peu pour un con, parce que je crois qu'on court jamais juste après le plaisir. Moi, je sais très bien après quoi je cours, quand je cours comme ça après ces mecs-là. Je cours après l'état amoureux, après le fait de me sentir désirée, dans les yeux d'un homme qui m'a jamais vue enceinte, qui m'a jamais vue me tordre de douleur sur le lit d'hôpital, qui m'a jamais vue sortir avec la poussette en pyjama et les mêmes lunettes que je porte là maintenant tout de suite, mais par choix, et qui m'a jamais vu à bout de force, avec qui on s'est jamais disputé, tout ce qu'on attend finalement du regard d'un amant et qu'on ne peut pas attendre du regard du père de son fils. Et c'est quelque chose dont j'ai conscience au moment où j'écris ce livre, mais l'état amoureux pour moi c'est un petit peu comme une drogue, oui, c'est-à-dire c'est comme une drogue, c'est même pas les hommes, c'est l'état dans lequel ils me mettent, et je crois que c'est une course après un plaisir très vain, parce que c'est jamais que des petits moments où vraiment vous vous sentez palpiter, mais ça ne peut pas durer, c'est pas là-dessus qu'on construit une relation qui est viable. Et puis voilà, on peut pas attendre ça d'un homme avec qui on est en train de bâtir quand même un noyau familial. Voilà, donc c'est après ça que je cherche, mais je crois que Lenny à ce moment-là cherche à peu près la même chose aussi, parce que il y a quand même quelque chose qui se passe quand vous avez un enfant. Il y a quand même, peut-être à de très rares exceptions que j'aimerais beaucoup connaître pour connaître leurs secrets, mais je vois quand on vient d'avoir un enfant, il y a une espèce de léthargie qui s'abat sur la sexualité du couple, sur la notion de passion. Vous êtes tous les deux à bout de force, personne n'a vraiment envie, et personne n'est essoufflé d'extase en faisant l'amour, quoi. C'est vraiment des moments où je me souviens avoir rendu service, quoi. Vraiment avoir rendu service. Et c'était merveilleux, justement, d'être avec des hommes avec qui j'avais l'impression de faire l'amour, parce que j'avais envie de faire l'amour. Mais c'est vrai que c'est deux problématiques qui sont assez parallèles. C'est pour ça que mon mari, maintenant, ne m'en a pas voulu. On en a fait un deuxième, donc je pense que ça va. Voilà. Parfois, dans l'ouvrage, vous vous imaginez jeune, parfois plus âgé. Vous portez un regard décalé, ironique sur vous et votre corps. Est-ce qu'une forme d'autodérision ou juste déjà la peur de vieillir? Les deux, Les deux, c'est-à-dire, il faut pas négliger non plus le fait que j'ai bossé avant ça 3 ans dans un bordel, ce qui altère quand même d'une certaine façon la perception que vous avez de vous. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train de repenser à ces années-là où les désirs des hommes étaient votre fonds de commerce, et vous comparez le corps que vous aviez alors et puis que vous avez maintenant, que vous avez eu un enfant. Et encore, le premier, c'est rien par rapport au deuxième. Mais bien sûr qu'il y a cette idée de mes plus belles années sont passées, et maintenant qu'est-ce qui me reste, quoi? Est-ce que tout ce qui me reste c'est la poussette bourrée de miettes et le petit qui hurle et qui crache du lait? Est-ce que c'est ça maintenant ma vie? Et puis bien sûr à partir d'un certain âge, et je dis ça, j'ai 30 ans, mais je crois que les femmes se sentent vieillir aussi plus vite que les hommes, parce que c'est l'image
c'est l'image qu'on vous renvoie. Et puis vous avez eu un bébé, vous sentez votre corps qui est fatigué. Donc, mais là encore, je pense que c'est pour ça que l'humour est important, parce qu'en réalité, tout ça, ce sont des projections. C'est la brume dans laquelle on évolue quand on vient d'avoir un enfant. Et puis peu à peu, on reprend aussi un certain contrôle sur soi et on se dit mais non, mais je suis quand même pas mal, merde, j'ai encore de belles années devant moi. Et ces belles années, on a envie d'en profiter avec une urgence qu'on sentait pas avant, quand on n'avait pas de gosse, que personne vous attendait à la maison. Ben oui, mais bon, on vieillit tous inexorablement, alors autant avoir un peu d'humour là-dessus. D'ailleurs, vous questionnez aussi la notion du couple avec Lenny, mais aussi avec après la dispute avec John, où enfin les mots sont dits sur le sexe, la façon dont l'autre s'imagine les intentions de son partenaire. L'implicite ne suffit pas, mais les formulés semblent source de disputes, d'incompréhension. Est-ce que tout doit être dit dans un couple ou pas forcément ? Oh bah alors ça c'est certainement pas à moi qu'il faut que vous demandiez des conseils de couple, mais je peux vous dire une chose, c'est que il y a 2 sujets qui sont très compliqués à aborder avec John, mais je pense qu'on peut peut-être un peu généraliser. L'érection et l'argent. C'est les 2 mamelles de la guerre dans un couple. Je trouve, c'est très compliqué de dire à un homme, écoute, merde, ça fait quand même 1 an qu'on se connaît, tu bandes pas. On est d'accord, quoi. J'ai pas rêvé. Ou, ben oui, mais mon vieux, t'as pas de boulot, t'as pas d'argent, t'as aucune capacité d'agencement, donc, et c'est-à-dire, c'est pas que je suis vénale du tout, mais à ce moment-là, il me semble que les 2 sont très liés. C'est-à-dire, John est quand même un mec qui approche 40 ans, qui a pas de boulot, mais qui en fait n'en cherche pas, parce que rien n'est assez digne de lui. Et puis, à côté de ça, il bande pas, mais je veux dire, c'est pas si grave. À la limite, ça, c'est pas si grave. Ce qui est très grave, c'est de ne pas pouvoir mettre de mots dessus, et du coup, de me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes, parce que c'est juste moi réagissant au fait que, tu bandes pas, donc il faut qu'on invente une sexualité qui ne prendrait absolument pas en compte le fait que moi j'ai quand même un petit peu envie d'être pénétrée de temps à autre, quoi. Donc je suis quand même assez diplomate, enfin je pense que ça se voit dans le bouquin, parce que au fond j'ai pas envie d'anéantir John, j'ai juste envie qu'on puisse discuter de façon un peu détendue, quoi. Et justement, comment peut-on parler du plaisir de la femme dans un monde où le clitoris de la femme n'existe quasiment pas et n'apparaît que depuis peu dans les manuels scolaires ? Oui, ça vous avez tout à fait raison. Comment on en parle ? On en parle mal. C'est-à-dire, on en parle tellement mal que même moi, qui pourtant est pratiqué avec une certaine libéralité, je tiens encore mordicus à la pénétration, alors que je sais de sources sûres que c'est pas demain la veille, que je vais atteindre le point culminant avec juste de la pénétration. Donc, ce sont des injonctions qui modifie jusqu'à notre perception de nous-mêmes femmes qui avons un clitoris, qui savons comment s'en servir, nous savons, oui c'est bon, pardon. C'est pour cela. Donc oui, on parle mal de la sexualité féminine aux hommes, mais on en parle mal aux femmes aussi. Et enfin, je suis 88, donc je suis quand même pas antique, mais je peux vous dire que dans les cours de SVT, on ne parlait pas du clitoris. Et je pense que c'est faire beaucoup défaut aux hommes aussi, parce que finalement, l'érection, c'est très bien, la pénétration, c'est super, mais il y a peut-être une pression qui s'effondrerait si on admettait tous que, en fait, c'est pas si compliqué de faire jouer une femme. Faut juste s'y atteler un petit peu, quoi. Ça, c'est à la portée de n'importe qui a au moins un membre extérieur, quoi. Et encore. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'on se focalise comme ça sur... mais bon. Pierre Bourdieu soulignait déjà l'existence de la domination masculine qui inscrit dans la définition de l'être humain des propriétés historiques de l'homme, viril, construit en opposition avec les femmes. Est-ce que la libération des femmes passe par la déconstruction masculine et donc par l'éducation, qui est le plus souvent faite par les femmes ? Oui, et je voudrais pas, je veux pas accabler mes consoeurs, mais c'est vrai que il y a là encore, il y a une énorme responsabilité qui repose sur les épaules des femmes, sur comment finalement éduquer les petits garçons, parce que ça commence très très tôt. Enfin, moi j'ai senti que j'étais une petite fille, mais très tôt dans ma vie, dès qu'on m'a mis une barrette dans les cheveux, j'ai senti que j'étais une petite fille. Et qu'on attendait des choses de moi et que on n'attendait pas la même chose des petits garçons. Il faut déconstruire les hommes, mais je pense qu'il faut déconstruire les femmes aussi, parce que les femmes sont construites pour être finalement toujours un peu au service des hommes, en s'oubliant elles-mêmes. Et je crois que ce qui est très important, c'est de réapprendre aux femmes l'égoïsme, aux femmes qui n'ont pas d'enfants, mais aux femmes qui en ont.
surtout, parce qu'il y a un tel culte de la dévotion féminine, un tel culte de la sacralité de la maternité, c'est très pratique parce que du coup, ça dispense les hommes en tant que classe de se préoccuper de ces sujets-là. C'est sacré, on touche pas aux mamans, on touche pas. Bah oui, comme ça, vous n'avez pas besoin vous de vous y pencher. Donc, je crois qu'il y a des efforts à faire en fait, absolument partout, dans l'éducation, dans la façon de parler de sexualité, dans la façon de parler de maternité, de parentalité, d'individualité. Enfin. Mais je pense pas que ce soit juste un travail à effectuer sur les hommes. Et en tout cas, je pense certainement pas que ce soit aux femmes de rééduquer les hommes sur ce que eux représentent et sur ce qu'ils font subir aux femmes en tant que classe. Parce qu'individuellement, je vois bien que vous avez l'air tous d'être des mecs très sympas. Je vois bien qu'il y a capacité de dialogue. Là, je parle vraiment des hommes en tant que classe. Alors il y a un mot qui m'a amusé dans votre livre, que je ne connaissais absolument pas. Encomiada. Ça se dit comme ça. Encomiada, je sais pas, je parle pas espagnol, mais moi je pense. pense. Moi non plus, c'est pour ça. Encomiada, que vous dites que ça aurait pu éviter de galvauder le mot amour. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Encomiada, ça veut dire finalement être comment dire, ça serait plus facile à traduire en anglais, mais finalement c'est être amoureuse par la chatte, quoi. C'est-à-dire que vous êtes une espèce d'enchantement qui passe par la chatte. Et donc finalement, vous avez l'impression d'être amoureuse. Parce qu'il y a comme quelque chose comme ça, un espèce de désir en vous qui ressemble à de l'amour, mais qui n'en est absolument pas. C'est juste un résultat d'une espèce de chimie sexuelle inexplicable qui fait que l'homme dont vous êtes comme ça éprise, il y a même pas, il vous touche, vous êtes déjà sur sur une autre planète. Et ça, effectivement, ça peut ressembler à de l'amour. C'est-à-dire, moi, j'ai cru souvent être amoureuse quand en fait j'avais juste une espèce j'étais très intriguée, très émerveillée par ce qui se passait entre cet homme-là et moi. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me sentais complètement dans mon corps, j'intellectualisais plus, mais je pense que c'est quelque chose qui peut arriver aux mecs aussi. Je sais pas l'équivalent, mais pour moi, c'était vraiment fascinant d'apprendre ce mot. Parce que c'était fascinant justement d'arriver à cet état de désir qui n'était pas rationalisé, que je n'essayais pas de transformer en romance. Parce que effectivement, je trouve que quand on baise bien, c'est dur de pas tomber amoureux, c'est dur de ne pas se dire il y a forcément autre chose. De se dire finalement peut-être qu'on ne fait que baiser bien, mais qu'au-delà de ça, on ne vaut rien. Pour moi, c'est toujours miraculeux quand ça se passe bien avec un homme. Donc ça me fait tomber amoureuse. Et d'ailleurs, avec humour, vous démystifiez aussi les pensées complexes d'un Foucault ou de l'anarchiste avec beaucoup d'humour, alors. Vraiment. Vous déconstruisez la puissance intellectuelle des hommes pour les réduire à leur sexe. Est-ce une façon de relativiser leur pouvoir? Oui, c'est la seule façon que j'ai trouvé de me défendre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la sexualité, c'était l'arme dont je me servais pour faire taire les hommes, ou pour arriver à leur niveau, ou pour me rendre plus humain des hommes qui m'impressionnaient beaucoup. Et je dis pas que c'est quelque chose d'honorable, je dis juste que c'est comme ça que j'ai été élevée, et que j'ai été élevée dans un monde où finalement, très souvent, quand on écrit sur la puissance des femmes ou qu'on fait des films sur la puissance des femmes, qu'est-ce que c'est la puissance des femmes? C'est leur sexualité, c'est ce qu'elles inspirent aux hommes, c'est l'esclavage dans lequel elles les enferment juste parce qu'elles sont jolies. Et ceci, peu importe leur éducation ou leur classe sociale ou ce que moralement elles valent. Donc pendant très longtemps, je me suis servie de la sexualité parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que je gagnais la partie. Et c'est pas étonnant du coup que j'ai pu être aussi déçue à un certain nombre de reprises. Parler des hommes simples que l'on rencontre dans la rue et dont personne ne parle. Voilà mon boulot, vous dites. Ouais. Est-ce vraiment cela? C'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire que non, mais je pense que ce dont je parle en disant ça, c'est-à-dire que je crois qu'il y a matière à faire un roman sur absolument toutes les petites histoires qui nous traversent comme ça et qui sont parfois d'une banalité presque odieuse, quoi. Mais parce qu'on les a vécues et parce que on écrit dessus et que du coup on charge ces petites scènes médiocres de poésie, d'attente, d'espoir qu'on a pu avoir. Mais ça peut faire des romans. Je pense que chaque existence humaine mériterait au moins un bouquin. Et ces hommes médiocres que je croise dans la rue et qui finalement ne valent peut-être pas la peine que j'écrive sur eux, peut-être d'une façon ou d'une autre, ils me sont chers puisque je prends cette décision d'écrire sur eux. En tout cas,
ils ont fait ressortir chez moi un truc qui me plaisait, qui m'intriguait, et peut-être que tout médiocre entre guillemets qu'ils aient pu être, ils m'ont appris quelque chose sur nous ou sur moi en tout cas. Dans ce livre, il y a pas de femme qui pourrait être votre complice, votre confidente, une amie. Est-ce que ça porte une certaine tristesse à votre esprit? Est-ce aussi votre état d'esprit ou de solitude ou de tristesse? Est-ce que ça ressort de ça ou... Bon, je vois pourquoi il faudrait qu'il y ait une femme dans mon bouquin pour représenter une présence amie. Enfin, déjà il y a moi, je me suffis déjà pas mal à moi-même. Et puis il y a quand même mes sœurs. Enfin, je suis très entourée de mes sœurs. J'ai pas beaucoup de potes en général. J'ai mes sœurs et puis 2-3 indécrottables. Mais je ressens pas forcément le besoin. Enfin, j'attends pas mon salut d'une présence féminine. Hein. C'est pas un choix de ma part de pas m'entourer de femmes, mais je m'entoure pas tout court. Hein. Donc et puis encore une fois, enfin l'amitié, enfin mon meilleur ami, c'est un mec quoi. Et c'est pas parce que je suis pas de celles qui disent que finalement c'est toujours plus facile avec les mecs, parce que on sait pourquoi c'est plus facile avec les mecs. On sait très bien pourquoi. Parce que ça fait aussi partie du plan que de monter les femmes les unes contre les autres, parce qu'il y a les hommes et que ça fait de ça un rapport de compétition. Moi, je crois que c'est de la couille. Le rapport que j'ai avec mes sœurs, si on pouvait toutes être aussi bienveillantes les unes pour les autres, enfin, le monde serait absolument parfait. C'est pas un choix de pas m'entourer de femmes. C'est juste que je m'entoure indifféremment d'hommes ou de femmes. Vous dites, je prends la résolution de compenser le plaisir ou l'excitation par une dose raisonnable de comédie, suffisante pour tout le monde. À part pour moi, j'écris. Ouais. Est-ce écrire est une corvée comme ranger sa chambre ou un véritable plaisir solitaire? Ah, si c'était une corvée, j'écrirais pas. Franchement, j'ai aucune discipline et aucune force d'esprit. Non, mais ce que je veux dire dans ce passage-là, c'est encore un vestige du bordel. C'est-à-dire que je sais très bien quel est mon boulot quand je suis au lit avec un mec. Je sais très bien ce qu'il faut que je fasse pour que le mec soit heureux, pour qu'il reparte de là avec des souvenirs plein la tête. Et pendant très longtemps, ce qui me restait à moi, c'était pas très important parce que moi, de toute façon, j'allais écrire et les émotions que je n'avais pas ressenties à ce moment-là, je les ressentirais en écrivant, en réécrivant la scène. Parce que finalement, il y a une énorme partie de ma sexualité qui se passe dans le fantasme, dans ma tête. Et de temps en temps, c'est vrai que du coup, l'exécution me déçoit parce que finalement, je suis mon meilleur amant, quoi. Enfin, je veux dire, je suis mon meilleur scénariste. Mais voilà, c'est pas quelque chose dont je tienne rigueur aux hommes parce que je crois que c'est moi aussi qui suis très corsetée par tout un tas de problématiques qui m'empêchent d'être exactement là où je suis au moment où j'y suis. Et c'est peut-être aussi parce que j'écris et que quand on écrit, on a toujours, on n'est jamais vraiment totalement présent au monde. D'ailleurs, à propos d'écriture, vous nous partagez au fil des pages sur votre processus d'écriture, que ce soit sur la réflexion sur l'écriture, en parlant de littérature performative par exemple. Est-ce une mise en abîme ou est-ce que ça crée une complicité avec le lecteur? Non, mais je veux que le lecteur comprenne ce dont je suis en train de parler. Je crois que le processus d'écriture est pas anodin non plus dans la frustration que je peux ressentir, dans l'impression que j'ai d'être empêchée. C'est pas du tout de la vantardise. Je voudrais qu'on désacralise aussi le processus d'écriture parce que je pense pas que ce soit on n'est pas écrivain, quoi. C'est pas une espèce de charge qui vous tombe dessus au berceau. Je pense qu'on devient écrivain peut-être aussi parce qu'on a une mentalité, une tournure d'esprit qui est peut-être un petit peu particulière. Ça fait pas des écrivains des gens spéciaux, mais je crois que le fait que notre passe-temps et puis notre boulot soit comme ça, de se mettre un peu à l'écart du monde pour écrire, oui, ça vous calibre quand même à un certain nombre de déceptions parce que votre vie intérieure est forcément mieux que la vie qu'on vous propose et c'est aussi pour ça qu'on écrit. D'ailleurs, quand est-ce que vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à écrire assez jeune, quand je devais avoir, 10 ans, mais je pense que j'ai dû écrire un peu avant. J'aimais bien inventer des histoires. Ça c'est sûr. Et puis très vite, j'ai bien aimé m'inventer des histoires à moi-même. C'est-à-dire que je transformais, je faisais de moi un personnage et je me faisais faire plein de trucs que je ne faisais pas du tout en vrai. J'étais une personne que je ne suis pas réellement. C'était un espèce de plaisir presque masturbatoire d'ailleurs parce que ça me permettait
ouais, de devenir quelqu'un de complètement différent. J'étais quelqu'un d'assez, enfin pas renfermé, mais enfin, j'écoutais que des musiques, que les Beatles, que des musiques que personne n'écoutait. J'étais un peu un zèbre dans ma classe et finalement, dans mes livres, je devenais complètement autre chose. Alors je les ferais lire à personne, même pas sous la torture, mais je remarque que c'est peut-être là que j'ai commencé moi à me mettre en scène la sexualité parce que ça m'intéressait et que à l'époque j'avais rien fait. Mais alors par contre j'avais des idées très arrêtées sur la chose, dont j'étais persuadée que les femmes tombaient enceintes quand elles avaient leurs règles, quoi. Ma mère s'est beaucoup foutue de moi quand elle lut ça, mais comme les clébards, quoi, finalement. Et là j'ai compris que peut-être ma vision de la sexualité méritait je sais pas, un peu plus d'études. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était déjà très lié à la sexualité. D'ailleurs, vous parlez des Beatles. Il y a quasiment une playlist aussi à travers votre bouquin. Est-ce que vous écrivez sous la musique ? Non, pas du tout. Avec la mais musique ? Je réfléchis beaucoup à ce que je vais écrire en musique. C'est-à-dire que quand j'habitais à Berlin, je mettais mes écouteurs, je fumais avant, je mettais mes écouteurs et j'allais me balader. Et dans ces chansons-là, il y avait des mondes qui explosaient et que j'avais envie d'écrire. Mais si j'écris, je peux pas écouter de la musique en même temps, ça me déconcentre. Et est-ce que vous avez déjà des projets d'écriture pour prochainement ? Oui, j'ai fini une commande qui est vraiment du pur érotisme. J'ai éventuellement peut-être quelque chose sur un fait divers, mais c'est pas encore tout. C'est une commande aussi, donc c'est pas de ma propre initiative, mais je suis très contente justement d'avoir cette occasion d'écrire tout à fait autre chose. En plus, moi j'aime bien tout ce qui est un peu glauque, donc c'est parfait. Et puis j'ai plein de projets différents qui sont pas de l'ordre peut-être du roman, mais qui peuvent toucher à de l'écriture, qui serait de l'écriture scénaristique donc non, j'ai beaucoup à faire et j'en suis très contente. Il n'y avait pas d'idéologie, j'avais besoin de pognon. Peut-être déménager à Berlin et moi j'avais quitté Paris avec je sais pas, peut-être 5000 euros de mon premier bouquin. Bon, c'est une somme qui s'amenuise assez vite, donc au bout d'un moment je me suis dit il va falloir que je me trouve un boulot fissa. Et mon réflexe premier, ayant toujours fait des petits boulots parce que je vivais pas de mes livres à cette époque-là, a été de me dire je peux aller bosser dans le même bar que mes sœurs, ou je peux redevenir fleuriste, ou je peux aller bosser dans une boutique. Et puis, c'était pas une perspective qui m'enchantait vachement de me remettre à bosser. Et donc, à un moment, je me baladais dans Berlin et puis j'ai vu, il y avait un bordel qui avait son enseigne rouge. Et là, je me suis dit, c'est vrai que c'est légal ici. Et je me suis dit, mais ce serait peut-être le moment de voir ce qui se passe dans un bordel, qu'est-ce qui se passe dans un bordel. Et puis surtout, je savais que je me ferais de l'argent beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite qu'en travaillant dans un magasin ou en tant que serveuse. Financièrement, ça me permettait de bosser 2 jours par semaine et de passer le reste de ma semaine à écrire. Donc pour moi, c'était une situation qui était enviable. Je vous dis pas que je me faisais des 1000 et des 100. Si je me faisais 3000 euros par mois, c'était bien le diable. Enfin, c'était pas du tout ce qu'on imagine des escortes de luxe, quoi. Mais j'étais pas du tout une escorte de luxe, hein. Je bossais dans une petite maison de rendez-vous où il y avait une dame qui recevait les appels des messieurs et qui vous prenait vos rendez-vous. Vous arriviez, vous aviez rien à faire à part recevoir vos clients. Et moi, c'était cette forme-là de travail qui m'intéressait parce que j'ai grandi en lisant Maupassant, en lisant Zola. Donc j'avais toutes ces figures de prostituées dont on parlait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'effusion. Et ça m'intéressait parce que je pense qu'en moi, il y avait une faim terrible d'incarner quelque chose, d'incarner une espèce de toute puissance sexuelle, féminine, qui vaut ce qu'elle vaut, bien sûr, mais c'était ce que j'avais en tête à l'époque. Et puis l'idée d'écrire dessus est venue assez rapidement aussi. Mais je veux dire, j'ai pas, contrairement à ce que j'ai pu lire dans pas mal d'articles, j'étais pas sous contrat quand j'ai commencé à faire ce boulot. C'est-à-dire, j'avais pas un éditeur qui m'avait dit ouais, vas-y, va bosser dans un bordel pour écrire son livre, ça va bien se vendre. Pendant 4 ans, j'ai bossé parce que j'avais besoin de ce pognon, parce que ce pognon me permettait de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire d'écrire. Ça me permettait de pas compter quand j'allais faire mes courses, d'emmener mes sœurs au restaurant, de nous payer des trucs qui nous faisaient plaisir, de nous payer plus que juste le nécessaire, quoi. Et ça m'a pris plus longtemps d'écrire parce que j'ai eu beaucoup de retours en arrière, beaucoup de moments où je me disais mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, beaucoup de moments de doute. Mais voilà, mais de fait, j'en garde des souvenirs très colorés, quoi. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait, pas du tout. En Allemagne, les prostituées sont freelance, c'est-à-dire que vous êtes taxés comme travailleurs indépendants.
Voilà, et ça m'intéressait de le faire en Allemagne parce que c'était légal et que du coup, ces maisons closes qui m'intéressaient, parce que Boule de Suif, parce que la Maison Tellier, parce que tout un tas de bouquins, je voulais voir comment ça se passait vraiment là-dedans. Parce que tout ça, ce sont des bouquins écrits par les hommes. Donc, qu'est-ce qu'ils en savent réellement de ce qui se passe une fois que le client est parti? Qu'est-ce qui se passe entre les filles? Et c'était ça vraiment qui, moi, m'intéressait. Ce n'était pas de la vacation, non. Franchement, je pense que j'ai bien bossé. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Oh, j'avais 25 ans. J'étais jeune, oui. Oui, j'étais jeune, mais je veux dire, je pense que j'aurais pas pu faire ce boulot dans l'état d'esprit dans lequel je l'ai fait si j'avais eu 18 ans, par exemple. Parce que à 25 ans, j'avais déjà connu suffisamment d'hommes, vécu suffisamment de situations, pour que finalement, fondamentalement, travailler dans un bordel, ça me donnait l'impression d'être finalement payée pour les services que je rendais autrefois gratuitement. Je me disais, mais enfin, enfin, quitte à mal baiser, autant être payé pour. Vous voyez, et donc je pense qu'à 18 ans, j'aurais pu me laisser envahir par tout un tas de parasites qui m'auraient donné peut-être une mauvaise perception de moi. J'aurais peut-être pas choisi le bordel le plus... parce que le bordel dans lequel je bossais, c'était pas du tout un truc tape à l'œil, c'était vraiment une petite maison. Ça pourrait être là dans la rue, vous en aperceviez pas. Mais on était traités comme des artistes. Plus que comme des êtres humains, comme des artistes. En fait, on incarnait quelque chose, et c'était une maison qui était tenue par une ancienne prostituée qui avait monté tout ça pièce par pièce et qui tenait fondamentalement à ce que les femmes qui bossaient là soient contentes d'y bosser, quoi. En tout cas, c'est bon signe quand c'est une femme qui tient cet endroit. Parce que j'ai aussi bossé, le bordel dans lequel j'ai bossé avant était tenu par des hommes, c'était un enfer, hein. Du coup j'y suis restée le temps que ça m'a pris de payer mon loyer du mois concerné, quoi. Et ensuite j'ai été bosser dans un bordel qui était tenu par un couple, et un couple on a tendance à se dire ça doit être des espèces de méta-échangistes, bonne ambiance, et en fait non. Et je pense que ça n'est pas anodin que le patron ou la patronne soit en tout cas un ex-travailleur ou travailleuse du sexe. Parce que c'est pas un boulot comme les autres. Je pense que politiquement, il faudrait que ce le soit. Mais le fait est que c'est pas pareil de servir des assiettes toute la journée et de baiser avec des clients toute la journée. Ça demande pas la même force. Et puis c'est pas un boulot qui demande une telle force physique. C'est un boulot qui demande une force mentale absolument énorme. Parce que beaucoup des hommes qui viennent vous voir, oui, d'accord, ils viennent tirer leur coup, on est d'accord, mais une fois que les 10 minutes sont passées, il reste quand même 50 minutes, généralement, à occuper. Et vous ne pouvez pas savoir les effusions, le nombre d'hommes qui viennent vous voir parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont désespérément seuls. Et je pense pas que la misère sexuelle, ça existe. Je pense pas. C'est pas un droit de baiser. C'est pas un droit. C'est quelque chose qu'on réussit à décrocher pour soi-même. Par contre, la solitude, oui, c'est quand même quelque chose d'assez horrible. Et c'est-à-dire, on rentre chez soi le soir quand même avec tout ce que les clients vous ont, vous ont apporté de leur chagrin, de leur solitude, de leur misère, entre guillemets, quoi. Donc, c'est vraiment un boulot qui vous prend une place énorme dans la tête. Le corps, c'est encore autre chose. Il n'y a pas d'amour, mais parfois, il y avait des clients que... Oui, mais même... Enfin, moi, j'ai connu des clients, vraiment, je leur aurais pas serré la main dans la rue, mais j'étais très contente de les voir. J'étais très contente de les voir. S'ils avaient pu me payer et partir, j'étais contente aussi. Mais je veux dire, il y avait des hommes que j'avais plaisir à voir parce que je savais qu'on allait avoir des conversations sympas. Et puis il y a des hommes que j'avais plaisir à voir parce que tout simplement j'arrivais à jouer avec eux. Peut-être parce que j'en avais rien à faire de leur perception, du regard qu'ils posaient sur moi. Enfin, c'était quand même eux qui venaient me payer pour me toucher. Donc à partir de ce moment-là, il y avait quelque chose en moi qui était... Enfin, ma confiance en moi, elle était verrouillée. Et je dis pas que j'ai eu besoin de ça pour avoir confiance en moi. J'observe juste que c'était beaucoup plus facile pour moi de jouer avec des hommes à qui j'aurais pas donné l'heure que de jouer avec des hommes qui, de temps en temps, me plaisaient. Des hommes qui avaient mon âge, peut-être. Donc, c'était une expérience, d'un point de vue psychosexuel, assez intéressant. Pas toujours évident, mais en tout cas riche en enseignements. Ouais. Emma Becker, merci pour vos réponses. Merci. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Vous pouvez bien entendu retrouver cette rencontre et ainsi que les précédentes sur le site de la librairie www.1.trait.fr. Merci et à bientôt.